Donc cette session 1 qui va nous faire voyager cognitivement parlant du très jeune enfant au 4e âge. Vous avez la possibilité de poser des questions sur l'application. Vous trompez pas d'amphi, parce que l'application permet d'envoyer des questions soit en plénière ici, soit dans l'amphi des workshops. Donc, validez bien la salle dans laquelle vous voulez envoyer la question. Et comme c'est des présentations courtes ce matin, 15 minutes par session, je vous propose de regrouper les questions jusqu'à la fin de la session, hein, pour un enchaînement plus fluide. François, je te laisse présenter. Nous sommes très contents de recevoir Madame Laurence Cabrera, que j'écorche pas votre nom, Madame Laurence Cabrera, qui est une chercheuse de l'équipe de Christian Lorenzi, Lauriane Cabrera, et qui travaille sur la cognition au niveau de l'enfant et l'acquisition du langage, et qui va nous parler ce matin du rôle de l'audition dans le développement neurocognitif de l'enfant. Donc nous vous laissons la parole et nous vous remercions donc pour votre visite chez nous. Merci. Donc effectivement, je suis chercheuse au CNRS et je travaille au Centre de neurosciences et de cognition à Paris. Et je m'intéresse aux tout-petits, aux jeunes bébés et aux jeunes enfants. Donc pourquoi on s'intéresse aux tout-petits? C'est parce qu'on sait que quand ils arrivent au monde, ils doivent arriver à comprendre et décomposer le signal sonore auquel ils sont exposés, et en particulier la parole, qui est un signal acoustique qui est extrêmement complexe, donc je ne vous apprends rien. Mais quand on produit des sons, on va produire des variations d'amplitude de l'onde sonore et également des variations au niveau du spectre fréquentiel. Toutes ces variations acoustiques, elles véhiculent des informations qu'on dit phonétiques de la parole, qui permettent de changer le sens des mots. Donc chaque langue va avoir un répertoire phonologique propre, donc des variations de voyelles, de consonnes, d'intonations. Donc quand un enfant naît, il doit apprendre quelles sont les informations acoustiques qui sont pertinentes pour ça ou ces langues à apprendre. Donc la question que je me pose, c'est comment est-ce que le développement du système auditif peut intervenir et jouer un rôle dans cet apprentissage de la phonologie et de la phonétique chez les bébés. Donc tout ça, c'est aussi très important pour bien comprendre quels vont être les effets d'une audition qui va être affectée par différentes pathologies, différents types de surdité, et comment est-ce que ces enfants qui ont un accès limité à l'information acoustique de par leur pathologie vont arriver à développer le langage. Donc ce qu'on sait, c'est que le système auditif, il est quand même assez long à maturer et à devenir comme l'adulte. Donc ici, on a une représentation du système auditif et de ses différentes étapes de traitement, depuis la cochlée jusqu'au cortex auditif. Dès la naissance, on le sait, la cochlée est mature. Elle ressemble déjà à l'organe adulte. Mais par contre, on sait que les différentes étapes au-dessus, donc au niveau du tronc cérébral et aussi au niveau du cortex auditif, vont mettre du temps à se développer. Et on peut le voir par exemple dans le développement des ABR, donc les mesures neurophysiologiques que l'on peut faire chez les tout-petits. Il va y avoir des variations du développement par rapport à la vitesse de transmission du signal le long du tronc cérébral. Et ensuite, on sait également que le cortex auditif, qu'on observe ici en coupe, à 4 mois et demi, 2 ans et 11 ans, eh bien, on voit de très très grands changements dans le développement du cortex auditif, des couches du cortex auditif. Donc la densité des neurones, des axones et des synapses varie très grandement et jusqu'à la fin de l'adolescence. Donc le développement auditif est très long. Donc comment est-ce que les enfants vont arriver à traiter les informations acoustiques de la parole qui sont des informations complexes, et comment cela va évoluer avec l'âge et l'expérience qu'ils peuvent avoir dans leur environnement avec les sons. Donc pour ça, j'utilise une approche dite psychoacoustique pour mieux comprendre la perception de la parole chez les enfants. Et tout simplement, un petit rappel, comment est-ce que notre oreille décompose les sons qui lui sont présentés? Il y a d'abord une première décomposition dite spectrale. Donc dans la cochlée, il va y avoir une décomposition des informations du grave à l'aigu par des filtres cochléaires. Ensuite, on sait qu'il y a également une décomposition de l'information temporelle, des variations de l'amplitude au cours du temps. Donc comme observé ici sur cette forme d'onde, on observe des variations très rapides en bleu qu'on appelle la structure temporelle fine et des variations plus lentes de l'amplitude au cours du temps qu'on appelle l'enveloppe ou les modulations d'amplitude. Donc on sait que le système auditif décompose de manière très sélective ces informations rapides et ces informations lentes. On a fait une première étude donc je voulais parler de 2 études aujourd'hui, une auprès de tout petits, donc de nourrissons,
pour mieux comprendre comment est-ce qu'ils traitent ces informations spectrales et temporelles de la parole et en fonction de la langue à laquelle ils sont exposés. Donc pour ça, nous avons vu des bébés âgés de 6 mois et de 10 mois à Paris en France et à Taipei à Taïwan. Donc ces deux populations d'enfants sont exposées à deux langues complètement différentes. Donc en mandarin, donc la langue officielle à Taïwan c'est le mandarin, qui porte des variations de hauteur de la voix pour changer le sens des mots. Donc au sein d'une même syllabe, on peut avoir différentes variations de hauteur et ça va complètement changer le sens des mots. Il y a 4 tons différents en mandarin. En français, nous n'avons pas du tout cette information qui va porter une information lexicale de sens de mots. On a des intonations, mais au niveau des phrases plutôt. Donc à ces bébés, on leur a fait écouter des sons du mandarin, la syllabe ba, qui va avoir un ton qui monte, donc une fréquence fondamentale F0 qui va monter au sein de la voyelle, ou bien un ton lexical qui est plat, donc un ba où la fréquence fondamentale est plate. Et là, on a présenté aux différents groupes de bébés ces sons-là qui sont intacts, donc la voix naturelle. Donc on n'a pas réduit le spectre ou les informations temporelles. Et on a également utilisé des vocodeurs pour dégrader l'information acoustique, spectrale et temporelle. Donc c'est la condition violet, la condition réduite. Et là, ce qui était intéressant, c'est que cette condition, en fait, elle nous permet un petit peu de simuler les implants cochléaires. Parce qu'on réduit la finesse des informations spectrales, comme ce que va faire l'implant, parce qu'on a peu d'électrodes comparé au nombre de cellules ciliées qu'il devrait y avoir normalement dans le système auditif. Et on réduit également la structure temporelle fine, qui n'est pas transmise par les implants cochléaires. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait écouter au bébé des séquences de un type de ba, donc un ton lexical qui monte, par exemple, ba, 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 pendant un certain temps, pendant qu'ils regardaient un écran avec une image qui n'est pas très intéressante, ces cases noires et blanches à l'écran. On mesure leur temps de regard, donc leur intérêt pour les sons. Dès qu'ils arrêtent de regarder l'écran, le son se coupe et on met une animation pour recapturer leur attention. Et on va faire ça plusieurs fois, plusieurs séquences, pour voir leur intérêt pour ces sons. Ce qu'on observe, c'est que si on leur présente toujours le même son, leur intérêt diminue. Ils regardent de moins en moins l'écran. Quand on a cet intérêt qui a diminué, on va changer le son. Donc on présente cette fois-ci le ba, qui est plat, et on observe ce qu'on appelle la détection, la réaction à la nouveauté. Donc comme nous, les bébés, ils préfèrent ce qui est nouveau. Ce qu'on observe ici, c'est le temps de regard pour les séquences nouvelles, on va dire. Donc ce qu'on observe, plus c'est haut, plus il y a une discrimination, plus c'est positif, plus il y a une discrimination de la part des bébés de ce changement de ton lexicaux. On a la condition intacte avec la voix naturelle qu'on observe ici pour les bébés français en noir, les bébés mandarins en blanc à 6 mois et à 10 mois. Ce qu'on observe, on a répliqué ce qui a été montré dans la littérature, c'est qu'il y a une spécialisation phonologique qui apparaît entre 6 mois et 10 mois. Ce que vous voyez ici, les petites étoiles nous montrent que les bébés de 6 mois ont détecté le changement de ton lexical qui appartient au mandarin et qu'ils soient exposés au français ou au mandarin. Donc les bébés, en fait, ils peuvent apprendre toutes les langues. Par contre, dès l'âge de 10 mois, donc seulement 4 mois après, ce qu'on observe, c'est que les bébés français, là, ils diminuent leur capacité à discriminer ces sons qu'ils n'ont jamais entendus dans leur environnement, alors que les enfants mandarins maintiennent cette capacité à discriminer les tons lexicaux. Donc dans la condition dégradée, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On a été très surpris parce qu'on a observé un pattern complètement inattendu. Là, les bébés de 6 mois, des deux groupes d'âge, nous ont montré qu'ils n'étaient plus capables de détecter ce changement de ton lexicaux. Donc il n'y a pas assez d'informations acoustiques dans le signal pour qu'ils arrivent à bien percevoir ces différences de hauteur. À l'âge de 10 mois, ce qu'on observe, c'est l'opposé de ce qu'on observe avec les sons intacts, c'est que les bébés mandarins, là, ils n'arrivent plus à détecter de la formation de hauteur. Donc ils sont un peu perdus, on a réduit les informations acoustiques qui étaient nécessaires pour eux pour bien distinguer les informations de hauteur. Et par contre, les bébés français, cette fois-ci, ils arrivaient à le faire. Donc ils arrivent à utiliser ce qui est resté dans le signal, l'enveloppe, et on sait que l'enveloppe, c'est très important pour apprendre le français et bien entendre les sons du français. Donc ici, on a observé vraiment une interaction très précoce entre l'exposition à la langue de l'environnement et le traitement auditif de la parole. Ensuite, je voulais vous parler d'une autre étude où on a mesuré les effets des pertes auditives sur ce traitement spectro-temporel des sons. Donc on sait que les pertes neurosensorielles touchent environ 1 à 3% des enfants. Et il y a des très nombreux effets qui sont connus et bien étudiés chez l'adulte. Donc comme le fait que la sélectivité fréquentielle est dégradée chez ces patients qui ont une surdité neurosensorielle, la perception de l'intensité est aussi différente, la perception dans l'espace est affectée, et le traitement temporel de ces informations d'enveloppe et de structure temporelle fine est anormal.
Chez les enfants, il y a beaucoup moins d'études dans la littérature. Donc il y a vraiment un besoin d'aller étudier comment les pertes auditives, quels sont les effets des pertes auditives sur le traitement de ces informations acoustiques. Ce qu'on sait par contre, c'est que le développement du langage chez les enfants qui présentent des surdité neurosensorielles au niveau congénital, leur développement du langage est affecté, mais par contre est aussi très variable. Il y a des enfants qui vont très bien développer le langage avec une même perte que d'autres. Donc là, on a mis en place des tâches psychoacoustiques où on a pu mesurer les seuils de perception et de détection de ces différentes variations spectrales et temporelles. Donc pour ça, on place l'enfant devant des ordinateurs. Donc là, ce sont des plus grands, ce n'est plus des bébés, parce qu'on peut leur demander de faire une tâche devant un ordinateur, donc à partir de 5 ans, on va dire. Et c'est une tâche auditive adaptative à choix forcé, c'est-à-dire qu'on leur présente 3 personnages. Chaque personnage ouvre la bouche pour faire un son l'un après l'autre, et on dit à l'enfant de trouver le personnage qui fait le son différent par rapport aux autres. Donc dans cette étude, on leur a proposé plein de tâches différentes, plein de petits jeux, où soit on mesurait leur capacité à détecter des variations d'enveloppe en changeant la vitesse d'attaque du son, ou en changeant les variations, la profondeur de modulation d'amplitude. Et on a fait des tâches où on s'intéressait à mesurer la capacité à détecter la structure temporelle fine, donc des modulations de fréquence à 4 Hz ou bien des changements de fréquence. Ce qu'on a observé, c'est qu'on a contrôlé les résultats avec des enfants normaux-entendants et les enfants malentendants, ils utilisaient ou non leurs appareils. Donc on observe ici les meilleurs seuils de détection vers le bas, pour les enfants normaux-entendants en gris, pour les enfants malentendants qui utilisaient leur appareil pendant la tâche en jaune et qui n'utilisaient pas leur appareil pendant la tâche en bleu. Et ce qu'on a vu, c'est que pour les tâches de détection d'enveloppe, il n'y avait pas de différence entre nos 3 groupes de participants. Par contre, dans la tâche qui mesure les capacités à suivre la structure temporelle fine, donc les variations très rapides des sons, là, les enfants malentendants, qu'ils soient aidés ou non aidés, montraient des seuils moins bons que les enfants entendants. On leur a fait aussi passer des tests de langage oral et des tests de lecture, et les enfants malentendants montraient de moins bons scores que leurs pairs normaux-entendants. Là, on a voulu faire des modèles statistiques pour essayer de voir si on peut prédire le développement du langage de ces enfants malentendants en fonction de leur score et de leur seuil de détection de ces sons, de ces variations acoustiques. Donc, dans un premier modèle, on a mis des facteurs de contrôle, c'est-à-dire l'audiométrie de ces enfants malentendants, leur score de QI non verbal, l'éducation maternelle, car on sait que ça a un effet très fort dans le développement du langage chez les enfants, et s'il y avait des troubles du langage connus dans la famille. Dans le modèle 2, on a introduit un nouveau facteur dans ce modèle qu'on a complété. On a mis les scores de détection de la structure temporelle fine. Dans le modèle 3, on a mis cette fois que les scores de détection de l'enveloppe. Et dans le modèle 4, on a combiné ces 2 types de scores. On n'a trouvé aucun lien avec les scores en lecture. Mais par contre, on a trouvé des liens avec le développement du langage oral. Et les enfants malentendants, lorsqu'ils étaient aidés dans la tâche auditive, c'était vraiment leur score de structure temporelle fine, la capacité à détecter ces oscillations rapides qui permettaient de mieux prédire leur développement du langage oral. Lorsqu'ils n'étaient pas aidés, donc lorsqu'ils n'avaient pas leur prothèse auditive, c'était à la fois leur seuil de détection de cette structure temporelle fine et de l'enveloppe qui participait à prédire le développement du langage oral. Pour les enfants normaux-entendants, c'était les capacités à détecter l'enveloppe qui prédisaient les scores de langage oral. Donc là, on voit qu'il y a un effet aussi de la prothèse dans ce type de tâche. Donc en gros, ce qu'on a observé dans ces 2 études, c'est que l'exposition à la langue influence sur le développement du traitement auditif pour la parole et que la surdité neurosensorielle affecte le traitement spectrotemporel des sons et a un impact, ce qui peut avoir un impact en tout cas, sur la perception de la parole et le développement du langage chez les enfants malentendants. Et je m'arrête ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aura quelques questions en fin de session. Et sur la présentation suivante, nous allons appeler Luna Prudhomme, qui est chercheuse à l'Université de Bruxelles. Et on va avancer dans l'âge, on va passer directement à l'adolescence, avec le développement de la perception de la parole dans le bruit chez les adolescents. En vous écoutant. Merci. Bonjour. Donc effectivement, je vais parler du développement de la perception de la parole dans le bruit à l'adolescence.
Donc dans la vie de tous les jours, on peut très facilement se retrouver dans des situations où on essaie de comprendre un interlocuteur alors qu'il y a beaucoup de bruit autour, donc par exemple au restaurant, dans les transports en commun, etc. Donc c'est une situation qui est très banale et qui est pourtant pas si simple que ça. Donc dans ce genre de situation, on peut avoir deux types de masquage. Donc le masquage énergétique qui correspond à une réduction de l'intelligibilité qui est due à une superposition des signaux cibles et masquants au niveau spectro-temporel. Et donc c'est un masquage qui intervient plutôt à la périphérie du système auditif. Quand on a également des locuteurs interférents dans le bruit environnant, on peut aussi avoir ce qu'on appelle du masquage informationnel. Et donc là, c'est une réduction de l'intelligibilité qui est due pas uniquement au fait que le signal soit masqué par le bruit, mais aussi par la difficulté à distinguer les différents signaux ou à porter son attention sur la voix qu'on essaye de comprendre, et donc à réussir à ignorer les sons concurrents. Donc dans ce genre de situation, quand on essaye de comprendre ce que nous dit une personne avec du bruit autour, on doit être capable de regrouper les éléments sonores qui proviennent d'une même source, mais aussi de les séparer des éléments qui viennent des autres sources, donc de les séparer en différents flux auditifs, et donc c'est ce qu'on appelle la ségrégation. Et en même temps, on doit aussi réussir à porter son attention sur la voix cible et ignorer les sons concurrents. Donc ça, c'est l'attention sélective. Donc la ségrégation et l'attention sélective, c'est deux composantes de ce qu'on appelle l'analyse de la scène auditive. Et donc c'est pas deux processus qui sont indépendants ni séquentiels, mais qui s'influencent l'un l'autre et donc qui nous permettent de séparer la voix qu'on essaye de comprendre des autres voix. Comme j'ai dit, c'est une situation qui peut être très courante dans la vie de tous les jours, et pourtant, même chez des adultes normaux entendants, on observe une très grande variabilité entre les individus dans la capacité à percevoir la parole dans le bruit, notamment dans les conditions, comme j'ai dit, de masquage informationnel. Et nous, donc, ce qui nous intéresse, c'est les adolescents. Et ce qu'on sait, c'est que même si c'est une tâche qui peut être très dure pour les adultes, si on met un enfant dans la même situation, ils vont avoir encore plus de mal que les adultes à la faire. Donc comme j'ai dit, il y a beaucoup de variabilité même chez les adultes normaux entendants. On ne sait pas toujours exactement qu'est-ce qui explique cette variabilité, mais il y a plusieurs études qui ont montré un lien entre la performance dans les tâches de ségrégation, par exemple, et la performance dans les tâches de perception de la parole. Donc l'analyse de la scène auditive prédirait une partie de la perception de la parole dans le bruit. Il y a également beaucoup d'études qui se sont intéressées à l'effet des aspects cognitifs sur la perception de la parole dans le bruit. Donc par exemple, une meilleure attention ou inhibition, ou par exemple la mémoire de travail pourrait avoir un effet sur les performances dans la perception de la parole dans le bruit. Mais les résultats ne sont pas toujours clairs dans la littérature parce qu'il y a beaucoup de différences de méthodologie, beaucoup d'études différentes. Donc ce n'est pas très clair si le lien est direct entre les aspects cognitifs et la perception de la parole dans le bruit. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que l'âge va avoir un impact sur ces trois aspects-là. Donc ces trois facteurs qui vont se développer durant l'enfance et l'adolescence. Et donc nous, on va s'intéresser en particulier à comment ces trois habiletés vont se développer à l'adolescence et comment la relation entre ces trois habiletés vont se développer. Parce qu'il y a assez peu d'études sur le sujet. Et la plupart des études qui ont été faites sur le développement, elles sont plutôt sur les enfants plus jeunes et pas sur l'adolescence. Donc l'objectif de l'étude que je vais vous présenter ici, c'est donc d'étudier le développement de la perception de la parole dans le bruit et de l'analyse de scène auditive à l'adolescence, mais aussi d'étudier les relations entre les aspects cognitifs, l'analyse de scène auditive et la perception de la parole dans le bruit à l'adolescence. Donc pour ça, on a testé 203 participants avec une audition typique entre 10 et 24 ans. Donc on leur a fait passer une tâche de perception de la parole dans le bruit, donc dans laquelle on fait une mesure adaptive de SRT, donc les seuils de réception de la parole. Donc ça, c'est le rapport signal-bruit à partir duquel les participants obtiennent une performance de 50% dans la tâche. Donc à chaque essai dans cette tâche-là, ils entendent une phrase cible qui est toujours
dites par la même voix et qui a toujours la même structure. Donc c'est montre au chien un chiffre et une couleur et doivent cliquer sur la case correction, donc sur l'écran. Et donc en même temps, ils entendent cette phrase cible et en même temps ils entendent un bruit. Donc on a testé 2 conditions dans ce cas-là. Soit un bruit modulé en amplitude avec le même spectre long terme que la parole, soit 2 locuteurs interférents qui disaient le même genre de phrases, enfin des phrases avec la même structure. Donc du coup on a 2 conditions, une avec plutôt un masquage énergétique et une avec un masquage informationnel avec les 2 locuteurs interférents. Ensuite, on avait une tâche d'analyse de la scène auditive, donc avec une tâche de ségrégation. Donc dans cette tâche, les participants ils doivent détecter une figure. Donc à chaque essai, ils entendent 2 secondes de ton pur aléatoire. Et dans 50% des essais, il y a également une figure qui apparaît. Donc c'est un motif répété de plusieurs tons purs, comme vous voyez sur la figure. Donc, je vais vous faire écouter un exemple si ça marche. Donc là, par exemple, dans le premier essai, il n'y avait pas de figure. Dans le deuxième essai, il y avait une figure. Et donc les participants doivent dire si la figure était présente ou non. Donc le but de cette tâche, c'est d'évaluer la capacité à regrouper les composants sonores grâce à des indices fréquentiels, mais aussi à la cohérence temporelle. Donc, pour faire la tâche, il faut être capable d'intégrer les informations fréquentielles et temporelles. Ensuite, on a une deuxième tâche d'analyse de la scène auditive avec une tâche de tracking sélectif dans laquelle les participants doivent maintenir leur attention sur un flux cible et ignorer un flux concurrent au cours du temps. Donc ici, les stimuli qui étaient entendus, c'était 2 voix synthétiques qui variaient aléatoirement en F0, F1 et F2. Et donc les 2 voix se croisent dans chacune des dimensions. Et donc dans cette tâche, à chaque essai, ils entendaient au début le début de la voix cible, ensuite ils entendaient le mix des 2 voix, puis à la fin, ils entendaient soit la fin de la voix cible, soit la fin de la voix concurrente, et ils devaient dire si la fin appartenait bien à la voix cible ou non. Donc, c'est peut-être plus clair avec un exemple, je vais vous faire écouter. Voilà, donc le seul moyen de réussir à faire cette tâche, c'est de maintenir son attention sur la voix cible tout au long du stimulus, malgré les variations au cours du temps. Donc pour résumer, on a une tâche de perception de la parole dans le bruit avec 2 conditions, une en masquage énergétique, une en masquage informationnel, 2 tâches d'analyse de la scène auditive, et on a également mesuré la mémoire de travail pour les aspects cognitifs, avec une tâche dans laquelle les participants devaient répéter une série de chiffres à l'envers. Donc, pour les résultats qu'on a observés, on a d'abord regardé la corrélation entre les variables. Et donc, ce qu'on observe, c'est que les tâches d'analyse de scène auditive et de perception de la parole sont corrélées avec l'âge. Ensuite, on voit que la perception de la parole dans le bruit, dans la condition masquage informationnel, était corrélée avec la performance dans les tâches d'analyse de la scène auditive. Et enfin, on voit que la mémoire de travail était uniquement corrélée avec la tâche de tracking, mais pas avec les tâches de perception de la parole dans le bruit. Donc, comme j'ai dit, un des objectifs de l'étude, c'était de voir le développement de l'analyse de la scène auditive au cours de l'adolescence, parce qu'il y a peu d'études qui sont intéressées au sujet. Donc ici, vous avez la performance dans les tâches de tracking à gauche et de ségrégation à droite en fonction de l'âge. Et donc on voit que c'est 2 tâches qui prennent beaucoup de temps à se développer, puisque la performance s'améliore jusqu'à la fin de l'adolescence. Et du coup, nous maintenant, ce qu'on voulait voir, c'était également la relation entre la performance dans ces tâches-là et la perception de la parole. Donc on a essayé de voir les effets de la condition du tracking, de la ségrégation de l'âge sur les SRT et les potentielles interactions entre ces facteurs-là. Donc ce qu'on a observé, c'est une interaction d'abord entre la condition et l'âge. Donc ici, vous avez les SRT en fonction de l'âge. Pour les 2 conditions, la condition masquage informationnel en orange et la condition masquage énergétique en violet. Donc pour les SRT, ce sont des seuils. Donc
un seuil plus bas correspond à une meilleure performance. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a des trajectoires développementales différentes pour le masquage énergétique et le masquage informationnel, puisque dans le masquage énergétique, la performance est mature quasiment dès le début de l'adolescence. Par contre, pour le masquage informationnel, la performance s'améliore jusqu'à très tard, donc jusqu'à la fin de l'adolescence. Donc ça, c'est en accord avec ce qui avait été vu dans la littérature précédemment. Ensuite, on a vu également une interaction entre la condition et le tracking sélectif. Donc ici, vous avez les SRT en fonction de la performance dans la tâche de tracking. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'une meilleure performance dans la tâche de tracking est associée à une meilleure performance en perception de la parole, quel que soit l'âge. Par contre, donc on voit que la pente est bien plus forte dans la condition masquage informationnel. Donc ça, c'est assez cohérent puisque dans cette condition-là, il est plus difficile de séparer les différentes voix les unes des autres. Et donc, si on est meilleur à séparer les différentes voix dans la tâche de tracking, on aurait plus besoin de cette capacité-là dans la condition masquage informationnel que dans la condition masquage énergétique. Et enfin, on a également vu une interaction entre l'âge et le tracking. Donc ici, j'ai juste séparé les participants en différents groupes d'âge, juste pour que ça soit plus simple à visualiser. Donc vous avez les jeunes adolescents de 10 à 14 ans sur le premier graphique, ensuite la fin de l'adolescence de 14 à 18 ans et les jeunes adultes de 18 à 24 ans. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que l'effet du tracking sur la performance dans la perception de la parole a l'air de changer avec l'âge. Donc chez les adolescents, une meilleure performance en tracking est associée à une meilleure performance dans la perception de la parole, mais c'est beaucoup moins le cas chez les adultes. Donc ça pourrait être dû au fait que pour réussir à faire la tâche de perception de la parole dans le bruit, il y a besoin de différentes habiletés, et donc il serait possible qu'en fonction de l'âge à laquelle ces habiletés maturent, on a plus ou moins besoin de cette tâche de tracking pour réussir à effectuer cette tâche. Donc pour conclure, ce qu'on a vu, c'est que l'analyse de la scène auditive et la perception de la parole dans le bruit sont deux habiletés qui se développent jusqu'à très tard, donc jusqu'à la fin de l'adolescence. Et il y a assez peu d'études qui sont intéressées à ces tranches d'âge-là. Ensuite, on a vu également que les facteurs cognitifs, dans notre étude, n'étaient pas directement liés à la perception de la parole dans le bruit, mais leur effet pourrait être médié via l'analyse de la scène auditive. Et enfin, la relation entre l'analyse de la scène auditive et la perception de la parole dans le bruit semble être dynamique et changer au cours du développement. Donc c'est assez intéressant de regarder aussi ces aspects-là et pas uniquement la performance dans une des tâches, mais du coup la relation entre ces différents facteurs. Donc évidemment, pour l'instant, c'est uniquement intéressé au développement typique, mais il serait du coup intéressant aussi de regarder comment la contribution des différents facteurs cognitifs, linguistiques et de l'analyse de la scène auditive influence la perception de la parole dans le bruit chez des enfants de malentendants, puisqu'on voit qu'il n'y a pas uniquement l'audiométrie qui compte dans la perception de la parole dans le bruit. Merci. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons passer aux équipes de chercheurs lyonnais avec notre ami Xavier Perrault qui va venir nous parler des liens entre la perte auditive et les troubles cognitifs. Donc Xavier, on te laisse œuvrer maintenant pour nous faire cette présentation et merci. Merci à vous, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter quelques données récentes sur les liens entre perte auditive et troubles cognitifs. Donc on va se positionner à l'opposé de la présentation précédente. Donc je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer.
Je vais commencer ma présentation par quelques données générales sur l'audition, la cognition et les interactions avec le vieillissement, en commençant par les liens entre audition et cognition dans le cadre d'un fonctionnement normal. Alors là, vous avez la schématisation de la fonction auditive. Et donc la perception auditive va faire intervenir les récepteurs périphériques, c'est-à-dire l'oreille et notamment l'oreille interne, qui va transduire un signal sonore en une information qui va cheminer par les voies auditives centrales ascendantes jusqu'au cerveau auditif. Et comme vous l'avez vu dans la présentation précédente, l'intégration de l'information auditive va faire aussi appel à ce que j'ai appelé le cerveau cognitif, c'est-à-dire tous les processus cognitifs qui ne sont pas spécifiques de la modalité auditive, mais qui vont concourir à cette perception, et notamment les processus mnésiques, les processus attentionnels, et puis les phénomènes d'apprentissage, d'entraînement et de plasticité. Alors, quand on décrit le traitement perceptivo-cognitif de l'information auditive, on a deux processus qui interviennent simultanément. D'une part, ce qu'on appelle le traitement ascendant ou bottom-up, qui est dirigé par les données, c'est-à-dire l'information qui est constituée à la périphérie et qui va être transportée jusqu'au cerveau auditif. Et donc là, qui va faire intervenir des processus cognitifs intégrateurs. Et également, vous avez ce qu'on appelle un traitement descendant ou top-down, qui est plus conscient, volontaire, coûteux en termes d'attention. C'est l'exemple typique de l'attention sélective auditive, qui va être guidée par les concepts, c'est-à-dire par ce qui vous intéresse dans la scène auditive, ce que vous souhaitez percevoir et suivre dans l'environnement. Et ce traitement descendant, top-down, va faire intervenir des processus cognitifs modulateurs. Donc vous voyez que la cognition intervient à la fois au niveau des voies ascendantes afférentes et au niveau des voies descendantes efférentes. Alors les interactions entre audition et cognition, dans le cadre de la personne âgée, comme vous le savez, le vieillissement va agir à la fois sur l'audition et sur la cognition, et les phénomènes de vieillissement vont intervenir aussi bien sur le système auditif que sur le système cognitif. Ce qui est intéressant de garder en tête, c'est que l'effet du vieillissement sur ces deux fonctions va augmenter leur interdépendance avec l'âge. C'est ce qu'on appelle la covariance sensorie-cognitive, et l'influence des deux fonctions, de l'audition sur la cognition et de la cognition sur l'audition, va augmenter avec l'âge des personnes. Alors, pour décrire l'impact du vieillissement sur la perception auditive, ce qu'on appelle classiquement la presbyacousie, comme vous le savez, cette atteinte elle est ubiquitaire, elle va concerner aussi bien le système auditif périphérique que le système auditif central et le système cognitif. C'est pour ça que les anglo-saxons préfèrent le terme de trouble auditif lié à l'âge plutôt que celui de presbyacousie qui a une connotation un peu trop périphérique. Alors, juste pour vous rappeler que le vieillissement, il ne se limite pas au vieillissement du système auditif, mais qui va toucher toutes les modalités sensorielles. Et ça peut avoir un impact, comme on le reverra, en termes de facteurs de risque modifiables, en termes de risque cognitif, notamment pour les troubles visuels et les troubles bimodaux, auditifs et visuels. Alors juste pour vous illustrer cette notion, vous voyez qu'avec l'âge, vous allez avoir une augmentation progressive des déficits bimodaux visuels auditifs qui donc peuvent augmenter le risque de déficience cognitive. Alors l'impact du vieillissement sur le fonctionnement cognitif, je ne m'étendrai pas sur la question, mais il y a trois principaux processus cognitifs qui ont déjà été abordés précédemment, qui vont être influencés par le vieillissement et vont avoir potentiellement un impact sur la perception auditive. D'abord les processus attentionnels, la diminution des ressources attentionnelles, ça c'est ce qu'on peut illustrer par le paradigme de double tâche, les capacités d'attention sélective, les processus mnésiques, notamment en termes de mémoire à court terme et de mémoire de travail, et puis les processus automatiques, dans le cadre des fonctions exécutives, la vitesse de traitement cognitif va être impactée avec le vieillissement. Et donc juste pour terminer sur cette partie introductive, évoquer avec vous les différents mécanismes hypothétiques qui pourraient relier les troubles auditifs liés à l'âge avec le déclin cognitif. Donc c'est les différents modèles qui ont été
proposé dans ce cadre-là. On a trois principaux modèles, ce qu'on appelle le modèle périphérique, c'est-à-dire l'atteinte initiale du système auditif qui va entraîner une dégradation informationnelle, voire une privation sensorielle à son extrême, et qui va donc impacter le fonctionnement de la cognition. À l'autre extrémité, vous avez le modèle cognitif où l'impact du vieillissement va d'abord toucher le système cognitif et donc réduire les capacités cognitives et entraîner une charge cognitive plus importante et donc impacter de facto le fonctionnement et la perception auditive. Et puis vous avez la troisième hypothèse, qui est une hypothèse, on va dire, synthétique, de ce qu'on appelle la cause commune, où l'effet du vieillissement, il est à la fois par des mécanismes communs au niveau du système cognitif et au niveau du système auditif. Voilà, après ces quelques données introductives, je vais donc vous présenter les résultats d'études. Alors, je m'excuse par avance, mais c'est essentiellement des études épidémiologiques, quand on veut étudier des liens entre deux fonctions, et là notamment entre les troubles auditifs et les troubles cognitifs. Alors, je vous rappelle qu'un lien statistique n'est pas une causalité, mais c'est un des moyens qu'ont trouvé les chercheurs pour essayer de trouver des associations potentielles entre différents phénomènes. Alors pour cela, je vous propose de traiter, de répondre à 4 questions. Les patients déments sont-ils plus sourds que les sujets non déments du même âge? Ensuite, on s'intéressera à la surdité en tant que facteur de risque de troubles cognitifs. Et si c'est le cas, évidemment, voir si l'appareillage auditif peut prévenir ce risque de déclin cognitif. Et à l'extrême, est-ce que même une fois que le trouble cognitif est installé, est-ce qu'on peut intervenir grâce à un appareillage des patients déments malentendants sur leur évolution clinique? Alors à la première question, les patients déments sont-ils plus sourds que les sujets non déments du même âge? Ça revient à étudier l'association entre surdité et démence en termes de prévalence. Et il y a plusieurs études transversales, je vous en ai cité une, c'est une cohorte américaine, où il a été montré que la prévalence des troubles auditifs chez les patients déments était plus importante que pour l'ensemble des participants. Vous voyez 79% versus 65%. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement la prévalence est plus importante, mais vous avez des niveaux d'audition qui sont aussi plus élevés. Les seuils auditifs sont plus élevés chez les patients Alzheimer. Ça, c'est le résultat d'une méta-analyse sur 6 études. Vous voyez où vous avez des seuils entre 2,3 et 4,5 décibels plus élevés chez les patients Alzheimer. Étant entendu que ces niveaux, ces différences, ça correspond peu ou prou au seuil de détection des variations, des modulations d'amplitude, comme on l'a vu, qui peuvent intervenir dans la perception de la parole. Alors là, juste pour vous illustrer ce résultat en termes d'augmentation des seuils, vous voyez, ça c'est les graphiques qui affectionnent particulièrement les épidémiologistes, ce qu'on appelle des graphiques en forêt, ou d'autres les appellent des graphiques en points et moustaches, où vous avez donc le récapitulatif des différentes études qui ont fait l'objet de cette méta-analyse avec les résultats respectifs de ces études. Et vous voyez, vous avez au centre le 0, donc pas de modification, et à droite une augmentation du seuil pour la population d'intérêt, c'est-à-dire les patients déments, et à gauche une réduction du seuil. Vous voyez, en moyenne, vous avez une augmentation de 4,5 décibels. Alors, concernant les hypothèses sur les mécanismes physiopathologiques qui pourraient sous-tendre cette association entre surdité de l'adulte et démence, il y a de nombreuses études, notamment également aussi des études épidémiologiques. Bon, je ne reviendrai pas dessus, mais il y a une revue systématique qui a porté sur 66 études, justement, qui étudiaient ces liens par le biais d'examens objectifs, des biomarqueurs de démence, notamment en termes d'imagerie fonctionnelle et anatomique, et également d'analyse du LCR. Et ce qui est ressorti de cette revue systématique, c'était 2 principaux phénomènes. Une augmentation de la protéine tau, qui fait partie des lésions neuropathologiques de la démence, notamment d'Alzheimer, par le biais donc d'une augmentation de l'activité en termes d'hypothèse de l'augmentation de la charge cognitive liée à la perte auditive, et donc qui pourrait favoriser ou accélérer la dégénérescence. Et puis également une atrophie au niveau du lobe temporal où, comme vous le savez, se situent les aires corticales, auditives, primaires et secondaires. Alors juste pour vous rappeler rapidement les 2 types de lésions pathologiques principales de la maladie d'Alzheimer. Vous avez la dégénérescence neurofibrillaire qui comporte essentiellement de la protéine tau, et puis ce qu'on appelle les plaques amyloïdes ou séniles ou neuritiques qui comportent des peptides bêta-amyloïdes. Alors à la première question, les patients déments sont-ils plus sourds que les sujets non déments du même âge? La réponse est oui.
Maintenant, on va s'intéresser à la surdité comme facteur de risque de troubles cognitifs. Et donc là, je vais vous présenter ce que vous avez, les résultats dont vous avez sûrement entendu parler, hein, ceux de la commission permanente du Lancet, présidée par Gil Livingstone. Et donc, ils ont publié des résultats qui ont fait parler d'eux en 2017. Il y a eu une actualisation en 2020 et 2024. Hein. Cette commission, elle vise à identifier les facteurs de risque et les modalités de prévention et d'intervention de manière à améliorer l'évolution des patients déments. Et donc, ce qu'ils ont montré au cours de leur méta-analyse, c'est que la surdité était un facteur de risque modifiable de la démence. Alors là encore, dans ce graphique en forêt, hein, vous voyez cette augmentation du risque hein, qui est de 1,4 fois chez les patients malentendants par rapport aux patients normo-entendants. Alors, ce qui est intéressant, ça avait déjà été montré dans certaines études de cohorte, notamment celle de Franklin de Baltimore, le risque de survenue de démence, il augmente en fonction du niveau de surdité. Et donc là, c'est les résultats d'une méta-analyse sur 37 études qui a montré qu'il y avait un risque de 16% supplémentaire par dizaine de décibels de perte auditive, toutes causes confondues de démence. Alors, grâce à leurs études, ils ont fait une modélisation du parcours de vie pour les 14 facteurs modifiables identifiables de démence. Et ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le déficit auditif, hein, la surdité, agit essentiellement au milieu de la vie, c'est-à-dire entre 45 et 65 ans. C'est-à-dire que là, ce qui représente les 7%, ça représente ce qu'on appelle la fraction attribuable de la population, c'est-à-dire la part du risque qui est attribuable à la surdité dans le cadre du risque de démence. En revanche, vous voyez là, c'est le parcours de vie en fin de vie. Alors, fin de vie, il faut le relativiser, c'est pour les sujets âgés de plus de 65 ans. Heureusement qu'on n'est pas en fin de vie à cet âge-là. Mais voilà, là, vous voyez que la surdité disparaît et c'est essentiellement l'isolement social et le déficit visuel. On en revient à ce dont je vous parlais, le déficit bimodal, et en complément, la pollution de l'air. Alors donc à la question, la surdité est-elle un facteur de risque de troubles cognitifs? La réponse est également oui. Maintenant, on va s'intéresser à l'effet potentiel d'un appareillage en termes de prévention de ce risque cognitif. Et là, les choses sont elles ne sont pas aussi claires qu'il n'y paraît. Alors là, ça revient à étudier l'association entre l'utilisation d'un appareillage auditif et la préservation cognitive. Et là, vous voyez, je vous ai présenté les résultats d'une méta-analyse sur des études de cohorte prospective. Hein, c'est ce qui est, en termes d'études épidémiologiques, ce qui est avec le plus haut degré de fiabilité. Et donc, ils ont mis en évidence une réduction du risque de 0,8 en cas d'appareillage auditif. Donc, le risque de déclin cognitif va diminuer avec l'utilisation d'un appareil auditif. Et comme vous le voyez, alors c'est peut-être écrit un peu en petit, mais dans toutes ces études qui ont fait l'objet de cette méta-analyse, on a aussi les études qui comportent l'implantation cochléaire des patients âgés malentendants, donc soit audioprothèse, soit implant cochléaire. Alors évidemment, je me dois de vous parler d'études actives pilotées par Franklin. Hein, donc c'est le premier essai contrôlé randomisé multicentrique à grande échelle. Hein, vous voyez, ça a concerné quasiment 1000 patients. Bon, il était en ouvert. La particularité de cette cohorte, c'est qu'en fait, elle est composée de deux sous-cohortes. Il y a une cohorte de novo, c'est-à-dire des participants qui ont été recrutés pour cette étude, et également une sous-cohorte, ce qu'on appelle la cohorte ARIC, hein, qui existait déjà et qui comportait des patients avec un risque de déclin cognitif plus élevé du fait de leurs facteurs de risque, notamment cardiovasculaires. Alors, sans rentrer dans le détail de la constitution de cette étude, ce qui est intéressant, ce que je souhaite souligner, c'est surtout l'intervention randomisée. Hein. Le groupe intervention, c'est la réhabilitation auditive. Le groupe contrôle, c'est une éducation à la santé. Donc, vous voyez, là, pour le coup, c'est pas une absence d'intervention. Hein. C'est quasiment un essai de supériorité. Et donc, le suivi s'est fait sur 3 années avec comme critère de jugement la variation sur ces 3 années des scores standardisés de capacité cognitive, cognition globale, et puis principalement fonction exécutive, langage et mémoire. Alors, je vous présente donc les résultats de l'étude primaire, hein, vous voyez, et où, bon, c'est peut-être difficile, mais bon, tout ce qui traverse la valeur intermédiaire de 0 n'est pas significatif, et donc vous voyez qu'ils ne sont pas arrivés à démontrer un effet significatif
au niveau de la cohorte globale et au niveau de la cohorte des novos. En revanche, ils ont pu montrer un effet significatif pour la cognition globale et pour le langage, pour la sous-cohorte ARIC, vous voyez, avec un déclin cognitif ralenti de 48% pour la cognition globale et de 66% pour les fonctions langagières. Donc on aura peut-être le temps d'en discuter pour expliquer pourquoi ils ne l'ont pas trouvé au niveau de la cohorte globale. Cette étude active a fait l'objet aussi d'études secondaires que je vous ai résumées dans ce tableau. Vous voyez où ils ont étudié d'autres facteurs qui n'étaient pas le critère principal. Et donc tout ce qui est surligné en vert, c'est ce qui a été montré est significatif entre les deux groupes intervention, réhabilitation auditive versus éducation à la santé. Vous voyez pour la fatigue, les fonctions de communication, le risque de chute, l'isolement social et la solitude. En revanche, pour la qualité de vie liée à la santé, il n'y a pas de différence significative. Alors, à la troisième question, l'appareillage auditif permet-il de réduire le risque de déclin cognitif? Là, c'est probable, mais ça reste à confirmer. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a d'autres études, notamment une cohorte gigantesque qui est la Yucca Biobank, qui comporte quasiment 500 000 personnes et qui a montré un effet paradoxal, c'est-à-dire que le risque de déclin était plus élevé chez les patients malentendants qui avaient un appareillage auditif que ceux qui n'en avaient pas. Donc c'est un peu embêtant et ce n'est pas si simple, vous voyez, en termes d'interaction. Alors, pour terminer la quatrième question, l'appareillage auditif des patients déments influe-t-il sur leur évolution clinique? C'est-à-dire, une fois que le processus démentiel est installé, est-ce qu'on peut encore intervenir? Et en intervenant sur les troubles auditifs, est-ce qu'on peut améliorer leur évolution clinique? Alors là, l'hypothèse d'action, c'est notamment la stimulation sensoricognitive, c'est-à-dire que vous allez réafférenter la voie auditive ascendante et de nouveau stimuler le cerveau. C'est assez trivial, mais ça fait partie des recommandations dans le cadre des interventions non pharmacologiques chez le patient Alzheimer et les démences apparentées. Ça va améliorer les capacités de communication et également améliorer la qualité de vie du patient et de l'aidant. Et donc là, je souhaitais vous présenter l'étude Princeps qui a été réalisée à Pittsburgh par Catherine Palmer et ses collaborateurs, où ils ont étudié justement l'effet potentiellement bénéfique d'un appareillage auditif monaural, cette fois-ci, chez 8 patients Alzheimer et leur aidant principal. Donc c'est souvent des dyades. Et donc, les résultats qu'ils ont montrés, bon, après, il n'est pas question de signification statistique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été assez pertinents. En fait, ils ont demandé aux aidants d'identifier les troubles psychocomportementaux les plus fréquents présentés par le patient. Et en fait, ils ont évalué l'amélioration de ces troubles psychocomportementaux, donc vraiment une analyse individuelle, patient par patient. Ils ont pu montrer qu'il y avait une amélioration pour les patients appareillés, dans le cas des énoncés négatifs, de l'oubli et puis des difficultés auditives. En termes de handicap auto-évalué, les auto-questionnaires, là, c'est le questionnaire de Ventry et Weinstein. Vous voyez, donc là, c'est le questionnaire qui a été rempli par les aidants, donc avec une nette amélioration du score de handicap auditif. Pour les patients, ça a été plus compliqué. Vous voyez, du fait de la démence, il n'y en a que 4 sur 8 qui ont pu compléter le questionnaire avant-après. Mais vous voyez qu'il y a quand même une amélioration. Et surtout, la conclusion de l'étude, c'est qu'il ne fallait pas que la démence soit un obstacle à la prise en charge audioprothétique des patients Alzheimer malentendants. Alors, il y a eu bien d'autres études, enfin bien d'autres, en tout cas en termes de décès cliniques, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y a eu l'étude d'Allen en 2003. Et là, je vous présente quelques données récentes, notamment la cohorte de Greifswald en Allemagne. Vous voyez où ils ont pu évaluer cet effet chez 54 patients déments appareillés malentendants avec un suivi sur 2 années. Et vous voyez que le bénéfice des appareils auditifs, sur le plan cognitif, il n'y a aucun effet. Par contre, on a une amélioration en termes des symptômes dépressifs et une meilleure qualité de vie liée à la santé, notamment après la première année. Il y a une revue systématique récente, des essais qui ont été identifiés. Alors, vous voyez, sur les 576 initialement identifiés, 5 ont été retenus, ce qui veut dire que c'est quand même très compliqué de faire des essais cliniques randomisés chez des patients Alzheimer malentendants. Et donc, le bénéfice des appareils auditifs, là encore, une amélioration de la qualité de vie. En revanche, pas d'effet significatif sur les variables cognitives. Et donc, à la 4e question, l'appareillage auditif des patients déments influe-t-il sur leur évolution clinique? C'est possible, mais ça reste à démontrer.
Alors pour terminer et pour conclure en synthétisant, donc, les patients déments sont plus sourds que les sujets non déments du même âge et on a montré, comme je vous l'ai présenté, que les seuils auditifs sont également plus élevés. La surdité est un facteur de risque de troubles cognitifs, notamment au milieu de la vie, mais pas à la fin de la vie. L'appareillage auditif pourrait réduire le risque de déclin cognitif, mais là, les effets restent à préciser et à confirmer, à valider. Et l'appareillage auditif des patients déments pourrait améliorer leur évolution clinique, c'est le cas, mais pour des variables qui ne sont pas cognitives. Malheureusement, à ce niveau-là, c'est entre guillemets trop tard. L'intervention ne permettra pas d'améliorer les variables cognitives. Alors pour élargir les perspectives, je voulais juste vous présenter quelques pistes de recherche qui restent à explorer dans ce domaine-là, sachant qu'il y en a bien d'autres. La première, c'est la précocité de la prise en charge audioprothétique, donc par rapport aux résultats précédents. Vous voyez, l'intervention, il faut qu'elle soit suffisamment précoce pour pouvoir réafférenter, en tout cas intervenir, avant que des lésions neuropathologiques du système nerveux central auditif et cognitif surviennent. Donc ça c'est intéressant aussi de l'étudier. L'identification des facteurs pronostiques de bénéfice de l'appareillage auditif, aussi bien en termes d'efficacité qu'en termes de faisabilité. Chez le patient âgé, je pense que Christian vous en parlera, il y a toujours la difficulté, la dextérité manuelle, la mémoire procédurale. Donc l'impact aussi probablement, le rôle de l'aidant dans cette prise en charge audioprothétique. Les interventions multidomaines, c'est également mon collègue gériatre de Lyon qui vous en parlera sûrement, de l'importance de ne pas cibler un seul facteur de risque, mais de combiner plusieurs facteurs de risque. Une étude récente a essayé d'identifier les diades, triades et tétrades les plus je dirais, délétères en termes de risque cognitif. Et vous voyez ce qu'ils ont identifié, c'est que la diade avec le risque le plus élevé, c'était l'association perte auditive, sédentarité. Donc on peut se dire que l'intervention prioritaire, elle doit se faire sur l'audition et sur l'activité physique. Et puis, la question de l'utilité d'un dépistage universel de la presbyacousie, alors je l'ai mis entre guillemets, ça a été évoqué par Catherine Palmer dans une revue récente. Alors vous allez me dire que c'est probablement déjà le cas, ça devrait déjà être le cas compte tenu des recommandations de la Haute Autorité de Santé, de l'Organisation mondiale pour la santé, mais c'est quand on identifie vraiment dépistage universel, ça s'adresse vraiment à toutes les personnes âgées, comme on fait le dépistage de la surdité néonatale, et surtout l'important c'est par tous les soignants, c'est-à-dire faire en sorte que tous les soignants puissent dépister à un moment donné une éventuelle surdité, et là il faut rendre hommage au GRAP Santé, un groupement recherche Alzheimer presbyacousie santé, qui avait développé un outil d'acoumétrie vocale qui permettait vraiment très simplement d'identifier une surdité, dépister une surdité chez les patients âgés et réalisable par le médecin généraliste, par l'infirmière. Voilà, et je souhaiterais terminer sur une note un peu plus positive et plus pour vous inciter à agir, ce que j'ai appelé le credo du soignant et de l'aidant face à un patient âgé avec un déficit auditif. Ce qui est bon pour les oreilles est bon pour le cerveau, et donc il ne faut pas hésiter à corriger une perte auditive chez un patient âgé. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Et donc là, on a récupéré un petit peu de temps. Merci Xavier. Et on aura, je pense, une question notamment sur la cohorte active tout à l'heure. Et j'appelle maintenant Christian Renard sur l'évaluation audiométrique en présence de troubles cognitifs. Comment s'en sortir? Je pense que tu vas avoir un message positif là-dessus. Et jusqu'où faut-il appareiller? Merci Christian. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis moi très heureux. Je remercie les organisateurs de cette PU parce que c'est un sujet qui me passionne. En écoutant le docteur Perrault, ça nous motive, je pense, encore plus. Je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer, hormis le fait d'être audioprothésiste. Et je commence, et dans la continuité, ce qu'a dit le docteur Perrault, par citer ce que disait dans un dossier d'audiologie demain le professeur François Puisieux, où il évoquait le fait que l'autre argument qu'il faut absolument battre en brèche est que nos résidents, majoritairement atteints de troubles cognitifs parfois sévères, ne tireraient aucun bénéfice de l'appareillage auditif.
Nous sommes absolument convaincus du contraire. Souffrir de troubles cognitifs n'est assurément pas une contre-indication à l'utilisation d'appareils, mais bien un argument supplémentaire pour y recourir à même surdité. Un patient qui a des troubles cognitifs, il va moins compenser, il va moins suppléer, il a d'autant plus besoin d'être corrigé par un appareillage auditif. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même des éléments de référence. Il y a eu des recommandations par différentes autorités, notamment le BIAP qui a publié des recommandations sur cette thématique particulière, sur la prise en charge des patients porteurs de troubles cognitifs, sur la formation des équipes soignantes. Et puis il y a des publications aussi que je vous conseille vraiment de lire, et notamment celle du docteur Perrault, décidément très présent ce matin, et qui avait publié dans le rapport de la SFORL un document très intéressant avec une analyse de la littérature sur l'appareillage des patients déments. Il y a une revue aussi récente des différentes études de Dawes qui a été publiée dans Ear and Hearing qui est très très complet. Et il y a eu plusieurs dossiers dans des revues francophones qui soulignent aussi l'importance et le bénéfice potentiel de la prise en charge de ces patients. Ce qui ressort de ces études, c'est qu'il y a des contraintes qu'il faut gérer, notamment le fait qu'il y a une grande différence pour nous, audioprothésistes, dans la prise en charge d'un patient, selon qu'il ait déjà été appareillé avant l'apparition des troubles cognitifs. On a des éléments audiométriques, on a fait nos mesures, on a pu appareiller. Donc même si le patient se dégrade et qu'il y a des éléments qui deviennent plus difficiles dans des tests audiométriques, le fait de l'avoir appareillé avant nous donne des éléments de référence. Et donc ça, c'est vraiment un message important qu'il faut aussi porter auprès des médecins concernés, c'est qu'il faut appareiller précocement quand il y a un dépistage des troubles cognitifs. Dans les centres mémoire, par exemple, en France, sur le territoire national, lorsqu'il y a une identification chez un patient d'un début de troubles cognitifs, il faut absolument inciter à faire un test auditif pour une prise en charge précoce, parce que ce sera plus facile pour nous de les appareiller à ce moment-là et de les suivre, même s'il y a une évolution cognitive négative. Il faut évidemment qu'on adapte les tests, parce que parfois il y a des mesures qu'on fait en audiométrie tonale, des mesures supraliminaires, des seuils de confort, d'inconfort, qui sont parfois plus difficiles chez des gens qui sont très dégradés sur le plan cognitif. Il faut utiliser des analyses comportementales, un peu comme en pédiatrie, c'est-à-dire être capable d'interpréter des modifications comportementales pendant nos tests auditifs. Et il y a probablement aussi, dans l'utilisation de nouvelles mesures, et notamment de tests objectifs qui se développent aujourd'hui, des éléments qui nous seront très utiles pour faire les bilans audiométriques, notamment chez ces patients. Et on a une difficulté, mais en fait, il faut et dans la littérature, il y a beaucoup d'éléments qui sont très favorables. Il faut adapter les tests qu'on fait d'habitude, par exemple l'audiométrie vocale. Naturellement, il faut interpréter les résultats qu'on peut obtenir, parce qu'il y a un impact à la fois de la surdité et du bénéfice potentiel de notre appareillage, mais il y a aussi un impact des troubles cognitifs. Et il faut réussir, dans l'évaluation du bénéfice, à impliquer les aidants, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient associatifs, des équipes soignantes pour des personnes qui sont en établissement d'hébergement ou qui bénéficient d'aide à domicile. Et puis il faut qu'on assume les limites, ça c'est pas un problème. Parfois on dit oui, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup d'appareiller parce que cette personne elle est très dégradée, mais personne ne se poserait la question de savoir s'il faut mettre des lunettes à un patient Alzheimer, s'il faut lui donner des médicaments s'il a besoin, ou s'il faut faire de la kiné, si ça peut aider cette personne à faire de la kiné. Même si le résultat est très limité, c'est que pour mieux bouger avec son déambulateur, mais c'est bien si cette personne très âgée, grâce au kiné, grâce à son déambulateur, elle n'est pas alitée toute la journée ou dans un fauteuil toute la journée. On ne se pose pas la question du bien fondé de faire cet accompagnement. Il faut que nous, on ait la même démarche avec l'appareillage auditif. Il n'y a pas à se poser de questions sur l'intérêt potentiel, même si les résultats sont limités, même si le bénéfice il est limité. Ce qu'il faut investiguer, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à appareiller, est-ce qu'il y a un apport et un bénéfice pour la personne lié à l'appareillage auditif. Et par exemple, pour les tests vocaux, c'est des éléments importants parce que le fait, on a souvent par habitude, il y a des gens qui disent moi je fais tout le temps du Lafon, je fais tout le temps du Dodley, je fais tout le temps du Fournier disyllabique, etc. Il ne faut pas faire ça chez ces patients. Si je prends l'exemple, vous prenez un patient et vous lui faites l'hélice cochléaire de Lafon, Buet, Reed, Fock, souvent chez un patient comme ça, vous allez faire Buet, Reed, Ind. Le patient il répond un peu en perroquet, comme ça vous pouvez dire c'est super, sans appareil il a 0%, avec ses appareils il a 72%. Oui, mais quand les petits-enfants viennent lui parler, il ne comprend rien, parce qu'il a répété, on n'est pas certain de l'information, du traitement cognitif de l'information qu'il peut faire. Donc, il a répété des informations, est-ce que vraiment ça lui sert? Et inversement, si vous dites, je vais faire des phrases, le gamin est parti à l'école, le train est entré en gare, vous faites répéter, donc la vaisselle est sur l'évier. L'évier. Voilà. Et vous ne savez pas s'il n'a pas répondu
parce qu'il ne l'entend pas avec l'appareillage ou parce que les troubles cognitifs, le problème de mémoire immédiate, impactent ça. Et donc, il y a un intérêt majeur, en fait, à utiliser différents matériels vocaux. Je vous cite un des éléments qui a été développé, je salue Jérôme André, qui est à l'origine de ce test, qui s'appelle le MABA 15, la mesure audiométrique du bénéfice audioprothétique avec 15. Ça prend 2 minutes. Moi, je fais plus depuis 4 ans, 5 ans. Quand je vois un patient avec une dégradation cognitive, j'utilise 100% de ce test-là. Je ne fais pas ce que je fais d'habitude chez des patients sans troubles cognitifs. C'est très simple, c'est de l'acoumétrie en voix moyenne. On fait répéter 5 nombres à 2 chiffres, 5 mots dissyllabiques et 5 questions avec une réponse à donner. Voix moyenne avec ou sans lecture labiale, avec ou sans appareil, comme ça on va voir le bénéfice que retire le patient. On va le faire répéter 43, 52, 72. On va faire répéter 5 mots dissyllabiques, le plafond, le dessin, le citron, des choses simples, des choses écologiques, des mots qu'il est susceptible d'entendre dans sa vie quotidienne. Et puis on va lui poser 5 questions. Mme Durieux, le matin, vous vous levez à quelle heure? Mme Durieux, qu'est-ce que vous faisiez comme profession? Mme Durieux, c'est quoi votre couleur préférée? Donc pas un oui-non, des questions ouvertes où on peut à la fois mesurer sa capacité à avoir entendu et compris la question et potentiellement à répéter la question. Et en confrontant le bénéfice, vous voyez, j'ai mis un exemple ici d'une patiente qui a été testée, elle a 3,8 sans appareil avec ou sans lecture labiale, et sans ces appareils, elle a 14 et 15. Et en fonction des confusions ou des erreurs qui sont faites, nous, on va pouvoir interpréter si c'est plus périphérique ou s'il y a un impact cognitif, et c'est beaucoup plus riche d'informations que de tester isolément avec telle ou telle unité vocale. Pour les patients chez qui c'est parfois difficile, pour des problèmes de troubles cognitifs vraiment importants ou de praxique, par exemple, pour faire ces tests-là, il y a des logiciels qui sont développés. Je vous montre le logiciel iDetect 2, identification-détection. Ça avait été développé par 2 orthophonistes, Clémence Barrière et Pauline Boudel, et complété sur la version prothétique par François Leclerc. C'est un test où on met la personne âgée, on lui fait entendre un bruit et elle doit soit discriminer, dire ce qu'est le bruit, ou identifier, elle a une plaquette avec 4 bruits devant elle et elle doit dire si elle l'a entendu et si elle le reconnaît. Je vous montre, c'est cette patiente. Alors, je vous fais réentendre encore un son, écoutez bien. Parfait. Et vous voyez notre consoeur Clémence Arnoux qui faisait ce test que je salue ici auprès de cette patiente et qui a contribué à faire se développer tête. C'est intéressant parce que cette capacité à identifier, détecter, et on va comparer avec et sans appareil, elle est résistante à certains niveaux de dégradation cognitive et elle est corrélée avec le bénéfice que peut en retirer le patient. Et donc c'est important, le docteur Perrault le disait tout à l'heure, d'impliquer l'entourage, la famille, les aidants, les soignants en fonction du contexte environnemental de la personne et de les faire participer, eux, à l'analyse du bénéfice prothétique. Eux, ils sont tous les jours, ils vivent tous les jours avec le patient. Ils sont les mieux placés, c'est même plus intéressant, c'est plus pertinent que nos tests, de savoir, eux, est-ce qu'ils ont une impression d'amélioration, est-ce qu'ils observent des changements cliniques, et c'est une approche interdisciplinaire et qui a conduit d'ailleurs à des questionnaires qui se sont développés, qui sont des questionnaires du bénéfice audioprothétique. Je vous montre ce questionnaire EBAPS, c'est un hétéro-questionnaire, les auto-questionnaires sont parfois difficiles à obtenir, et on va poser les questions à l'accompagnant, le soignant, la personne qui connaît le mieux le patient, qui est au quotidien avec lui, sur la communication, l'interaction, la qualité de vie. C'est une échelle de Likert, pas du tout, un peu beaucoup, très simple, ça prend 1 minute de faire ça, et on a le retour de l'accompagnant sur le bénéfice, et c'est des excellents éléments de suivi pour évaluer le bénéfice et contrôler l'efficacité de l'appareillage auditif. L'avantage, c'est qu'on peut le faire pour 100% des patients, même quand il y a des troubles cognitifs très très importants, puisque c'est un hétéro-questionnaire. Il y a le problème qui a été soulevé aussi, c'est celui de l'autonomie. Chez ces personnes qui sont dégradées, évidemment, il y a très souvent une difficulté à gérer l'appareillage, les mettre, les retirer, les nettoyer, charger ou changer les piles, etc. L'avantage aujourd'hui, depuis 8 ans maintenant, il y a une grille du BIAP, qui est la grille 0613, c'est le standard qu'on utilise, qui est la grille d'évaluation de l'autonomie pour l'utilisation d'un appareillage auditif. Et dès que la personne est plus autonome, et c'est le cas pour 91% des gens institutionnalisés, évidemment, ils ont des pertes de dépendance, ils ont des problèmes
problèmes de cognitifs, eh ben, ils sont plus autonomes. C'est pas du tout un problème. C'est pas du tout un problème parce qu'ils sont souvent pris en charge, soit dans les structures d'hébergement s'ils résident dans des EHPAD, soit pour des services d'aide à domicile quand ils ont besoin d'aide alors qu'ils sont encore à leur domicile. Et ils font l'objet d'un plan de soins, d'un projet de soins. C'est obligatoire pour ces patients-là. Et ben, ce qu'il faut, c'est que tous les jours, l'infirmière, l'aide-soignante qui va rentrer dans sa chambre, de la même manière qu'elle va gérer l'alimentation, le lever, la toilette, l'incontinence, etc., eh ben, il faut mettre les appareils dedans. Et vous voyez, j'ai pris un plan il y a un peu plus de 4 ans. C'est une personne de 88 ans qui était appareillée. Ben, vous voyez, quand la personne va rentrer dans sa chambre le matin pour s'occuper d'elle, qu'est-ce qui est marqué? À 7h20 le matin, appareil auditif, s'assurer de la mise en place des appareils. Elle va lui mettre ses appareils auditifs. Et c'est d'ailleurs, vous voyez, la première chose qui est faite. Avant de s'occuper de sa douche, de son pédiluve, de sa toilette, de son incontinence, de ses bas de contention, c'est pas très sexy, mais c'est la vraie vie. Mais avant de faire tout ça, elle lui met ses appareils pour que pendant ce soin, pendant cette prise en soin le matin, la personne ait ses appareils sur les oreilles. Il y a 19h le soir, eh ben, elle va mettre les appareils en charge, elle va lui retirer. Et s'il y a un problème, ben, ça va être analysé, il n'y aura pas de perte, très peu de perte d'appareils, et on sera garant du port efficace, en tout cas effectif de l'appareillage. Et donc, je voudrais, moi, terminer aussi par une note positive, parce que c'est parfois des sujets où on dit c'est compliqué, c'est difficile, c'est limité. Oui, mais quand les implications sont faites par les audioprothésistes et avec la forte implication de ces équipes soignantes et de tout l'encadrement médical de ces patients de troubles cognitifs, il y a des effets positifs. Il y avait une étude qui a été, moi je la trouve intéressante parce qu'elle avait réuni 28 audioprothésistes, 16 Français, 12 Espagnols. C'est une étude qui avait été, dont l'investigatrice était Mélanie Harichaud, que je salue ici. Et c'était une grosse étude avec 34 facteurs qui avaient étudié, je vais à l'essentiel. Sur ces 286 patients, il y a 93 patients qui présentaient des troubles cognitifs majeurs. Et bien malgré tout, pour les patients, chez patients qui étaient appareillés, qui bénéficiaient de ces conditions de suivi, il y a 69% des gens pour qui l'entourage disait ça lui apporte un bénéfice important au niveau de la communication. 23% c'est limité, on ne fait pas de miracle, et pour 8%, l'appareillage n'était pas porté ou il n'y avait pas de bénéfice. Et il y a une autre étude qui a été publiée par Jérôme André, Arnaud Bourgeois et collaborateurs il y a 3 ans dans les cahiers d'audition. Et sur 141 patients porteurs de troubles cognitifs, et avec l'échelle EBAPS que je vous ai montré tout à l'heure, donc le questionnaire en hétéro-questionnaire, et ben les soignants disaient que pour 84% de leurs patients, ils pensent que ce patient retirera un bénéfice important de l'appareillage auditif. Et pour eux, en tant que soignants, il y a 83% des soignants qui disaient que le fait que son patient soit appareillé améliorait de manière importante leurs conditions de travail. Donc on implique de manière positive les soignants et forcément ils vont faire le boulot au quotidien pour faire en sorte que l'appareillage et le suivi se fassent dans de bonnes conditions. Et je voudrais terminer par un élément qui est important, c'est une très belle opportunité pour notre profession d'audioprothésiste, puisque l'Association nationale de l'audition, donc qui est présidée par le professeur Jean-Luc Puel, lance un plan d'action entre mars 2026 et mars 2028, donc 2 ans, le plan audition et grand âge. L'objectif, c'est de faire en sorte que ces personnes âgées, notamment ces personnes très âgées, ces personnes qui présentent des troubles cognitifs, elles puissent bénéficier d'une prise en soin de leurs problèmes d'audition. Repérage des troubles, prévention des bouchons de cérumen et surtout port effectif pour nous, port effectif et dans de bonnes conditions avec un suivi prothétique de leur appareillage auditif. Donc c'est un plan auquel tous les audioprothésistes et tous les étudiants en audioprothèse vont pouvoir participer en tant que professionnels de santé. C'est une formidable opportunité pour nous d'aller porter auprès de l'ensemble des professionnels concernés des éléments favorables pour faire en sorte que ces personnes âgées à troubles cognitifs puissent bénéficier d'un appareillage et bénéficier d'une amélioration de leur qualité de vie. Je vous remercie de votre attention. Nous allons rester dans le même cheminement, donc au niveau de l'âge, et demander au docteur Antoine Garnier-Crussat de venir nous parler des détections des troubles cognitifs chez le patient lors de l'anamnèse et comment adapter efficacement la consultation. Donc, docteur, nous vous laissons la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette proposition de passer au sein de cette session très intéressante. Je suis
impressionné à plusieurs niveaux, déjà du nombre que vous êtes, un peu des projecteurs qu'on a dans les yeux, et puis de la capacité de ces conférences d'audioprothésistes à respecter les horaires. Et je vous avoue que dans le milieu de la gériatrie, on est moins habitué à être vraiment pile poil sur le timing. Je suis vraiment très heureux d'être là et puis comme je l'ai dit, un petit peu impressionné, je suis Antoine Garnier-Crussard, je suis donc gériatre, je travaille à quelques kilomètres d'ici à l'hôpital des Charpennes, qui est un hôpital gériatrique des Hospices Civils de Lyon, au sein du Centre Mémoire Ressources Recherche des Hospices Civils de Lyon, et je suis responsable d'un centre de recherche clinique qui s'appelle Vieillissement, Cerveau, Fragilité. Donc je pense que c'est 3 mots qui vous intéressent, et puis particulièrement dans le cadre de cette présentation. Et puis, c'est une longue introduction, mais j'étais aussi très heureux d'entendre les présentations d'avant. Déjà, j'ai appris plein de choses et je suis très impressionné. En tant que gériatre, on est confronté au quotidien à une société qui peut être considérée agiste dans le monde de tous les jours et aussi dans le monde médical et de façon très notable. Et d'entendre ce que je viens d'entendre m'a assez impressionné. J'ai l'impression que vous êtes vraiment des combattants de l'agisme. Et je suis même plus frileux que mon prédécesseur sur la question d'appareiller ou de faire des choses à des gens qui sont dans très grande dépendance. J'aurais même moi été moins enthousiaste peut-être que lui. Mais en tout cas, je suis heureux d'entendre, et c'est pas tous les jours, de se dire que même des gens qui sont très dépendants, qui sont extrêmement fragiles, qui sont dans une situation pathologique extrêmement complexe, qu'il y a probablement des choses à faire et qu'en visant des critères de jugement qui sont la qualité de vie, les relations avec leurs proches, on peut faire des belles choses, et donc j'étais heureux de vous entendre. La question, le sujet qui a été proposé était détecter et prendre en compte les troubles cognitifs chez la personne âgée. Donc j'espère que je vais répondre à cette question, et ça va être peut-être plus pratique, avec d'une part l'idée de qu'est-ce que c'est finalement. On dit trouble cognitif comme si c'était un gros truc en soi, mais parfois on dit aussi maladie d'Alzheimer, maladie à cœur de Lévy, trouble cognitif vasculaire. Donc d'essayer de se dire quelle est la part des choses entre ce syndrome qui est le trouble cognitif et des étiologies. C'est pas le rôle des audioprothésistes de faire le diagnostic étiologique d'une maladie d'Alzheimer versus un diagnostic différentiel, mais c'est bien de connaître cette démarche, comment repérer, quels sont les signes qui peuvent vous alerter, et notamment chez la plupart des gens que vous allez voir qui, a priori, n'ont pas de maladie diagnostiquée ou n'ont pas de troubles cognitifs, mais très vite, à l'évidence, vous direz il se passe quand même probablement quelque chose, et puis avoir quelques repères généraux. Mes liens d'intérêt à déclarer consistent essentiellement des activités non rémunérées. Je suis investigateur dans de nombreux essais thérapeutiques contre la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire que je vois des patients qu'on inclut dans des essais, qu'on suit dans les essais, et donc cela est en lien avec des industriels que je cite sur cette diapositive, mais je n'ai aucun lien d'intérêt financier, je n'ai aucune activité rémunérée, je n'ai touché aucun avantage divers, donc j'ai aucun autre salaire que celui des Hospices Civils de Lyon et de l'Université Lyon 1. Bon, c'était le thème de la matinée, donc ce serait ballot de dire vraiment ce que c'est que la cognition après passer 10 heures, mais c'est l'ensemble des fonctions supérieures qui nous permettent de créer, de manipuler des représentations mentales et de favoriser l'interaction. C'est pas une définition qui est parfaitement consensuelle, mais en tout cas elle peut, je crois, être utilisée, et c'est déjà important de savoir que cognition n'est pas synonyme de mémoire. Évidemment, mémoire, surtout la mémoire épisodique, celle des souvenirs, celle des choses autobiographiques, des choses que nous vivons chaque jour, que nous stockons dans le cerveau, c'est souvent pour les personnes synonyme de cognition. Et donc quand on parle de troubles cognitifs, c'est forcément des oublis. Mais bien sûr, et vous le savez qu'il y a d'autres fonctions, il y a le langage et il y a des maladies, y compris neurodégénératives, qui affectent uniquement le langage, qui sont des aphasies d'origine neurodégénérative, mais la mémoire, quand on arrive à la tester, c'est-à-dire quand on essaie de chanter le langage pour tester la mémoire, on se rend compte qu'elle ne fonctionne pas trop mal. Et puis il y a d'autres fonctions, les fonctions visio-perceptives, constructives, les praxies, les gnosies, les fonctions exécutives, l'attention et la cognition sociale qui est encore un champ très large, qui me permet par exemple de reconnaître vos émotions, de me positionner par rapport à vous, de détecter les stimuli que vous envoyez, qui me permettent aussi de voir si vous avez l'air attentif ou pas. Si je vois que 98% de l'amphi est en train de papoter, ça me fait ma cognition sociale me dit « oulala, faut que je fasse quelque chose, ça doit être franchement inintéressant mon topo ». Donc c'est tout ce qui me permet de bien interagir avec mon environnement, et des maladies, y compris neurodégénératives, peuvent affecter la cognition sociale au premier plan. La question, pour parler d'un trouble neurocognitif, c'est donc le terme actuel selon le DSM, donc c'est quand il est au stade de trouble neurocognitif majeur, c'est ce qu'on appelait jusqu'à présent la démence, c'est-à-dire j'ai un trouble neurocognitif qui impacte mon indépendance au quotidien
Avant, j'appelais ça une démence. Aujourd'hui, j'appelle ça un trouble neurocognitif majeur. Et la première question, c'est est-ce qu'il y a un déclin cognitif significatif? Les fonctions cognitives, comme presque toutes les fonctions biologiques, suivent dans la population une distribution normale, c'est-à-dire la plupart des gens sont à peu près à la moyenne, puis il y en a qui sont un peu à droite, qui sont un peu meilleurs, et il y en a qui sont un peu à gauche, qui sont un peu moins bons. Ce n'est pas du tout des jolis mots, meilleur et moins bon, mais je pense que vous avez compris. Donc si on est très 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 à droite, on est vraiment au-dessus du lot, loin de la moyenne, notamment si on est à plus de 2 écarts types au-dessus de la moyenne, et si on est très très à gauche, on est finalement en dessous de la moyenne, et c'est à ce moment-là qu'on considère un seuil qui est discutable, d'ailleurs qui n'est pas parfaitement consensuel, même si tout le monde utilise à peu près le même seuil, de se dire à partir de là, à partir de tant d'écart types en dessous de la moyenne, on est pathologique. Souvent, en neuropsychologie en France, le cutoff est de moins 1,65 écart type, qui correspond au 5e percentile, mais voilà, selon les situations, entre moins 1 et moins 2 écart type, on peut le discuter. Donc là, c'est qu'est-ce qui est normal versus qu'est-ce qui est pathologique, et pour parler d'un trouble neurocognitif, il fallait qu'à un moment, je pense que la condition était normale, et qu'aujourd'hui, elle est objectivement pathologique, donc c'est-à-dire que la personne a eu cette flèche qui l'a emmenée vers la gauche. Ça, c'est très important, puisqu'il y a 2 situations de piège. La première, c'est une personne, je vois en consultation mémoire, une personne de 70 ans, mais qui avait un retard mental depuis l'enfance, par exemple à cause d'une maladie génétique, qui a vieilli jusqu'à 70 ans, ou d'un accident périnatal ou je ne sais quoi. Évidemment, si toute la vie, le fonctionnement cognitif était considéré ici, à gauche de ce diagramme, et si nous, on fait des tests et qu'on considère qu'il est par là, ça ne signifie pas forcément qu'il y a eu un déclin cognitif objectif. Et puis l'autre gros piège, c'est des personnes, vous les avez peut-être rencontrées, qui sont bac plus 37, qui ont un niveau, qui font des milliards de choses, qui ont des niveaux cognitifs qui sont absolument, voilà, qui ont des fonctions excellentes, et qui arrivent en consultation mémoire, et probablement que dans leur vie, ils étaient là, mais ça, nous, on ne le savait pas, parce qu'on ne les connaissait pas quand ils avaient 55 ans. Et aujourd'hui, ils disent, mais ma mémoire, c'est pas comme avant. Et l'entourage dit, ah oui, il se passe quelque chose. Nous, on fait des tests, et si on n'avait pas cette finesse d'analyse, on se dirait, bah non, vous dites n'importe quoi, vous êtes complètement normal, vous êtes en plein milieu de la courbe de Gauss, vous êtes exactement à la moyenne de votre âge. Et donc, on pourrait rater chez ces personnes un déclin cognitif qui est significatif, puisqu'il y a une différence par rapport à l'état basal, mais qui aujourd'hui ne se traduit pas sur cela. J'ai passé un petit peu de temps sur cette diapositive afin que les choses soient bien claires. On parle souvent de tests. Qu'est-ce qu'il faut, quel test je dois faire pour savoir s'il y a une maladie d'Alzheimer ou un trouble cognitif? Mais avant de faire ces tests qui seront essentiels et qui vont nous permettre de situer la personne vis-à-vis des autres personnes du même âge et par exemple du même niveau d'éducation, donc de les placer sur cette fameuse courbe de la normalité, avant de lancer dans l'objectif du quantitatif, il y a une passe énorme de l'anamnèse et de l'entretien qualitatif, et en consultation mémoire, c'est clairement ce qui va nous alerter. Et j'insiste particulièrement sur le dernier exemple que j'ai donné, les personnes qui étaient un peu à droite de la courbe de Gauss et qui vont finalement avoir une plainte cognitive, mais des tests normaux. Chez ces personnes, c'est uniquement le qualitatif qui va nous alerter. Par exemple, l'entourage qui dit « c'est pas comme avant ». Il se passe quelque chose. J'ai des oublis des faits récents, mais les faits anciens sont conservés. Ça, c'est très habituel, puisque c'est la machine à stocker les nouvelles informations qui est atteinte dans la maladie d'Alzheimer, et les informations qui ont déjà été stockées, qui sont bien rangées dans le cerveau, sont très tardivement altérées. De ne pas trouver les mots, c'est donc une plainte phasique du langage et un manque du mot extrêmement fréquent, et ça peut être un sujet d'alerte. Changer également de comportement, être plus irritable, plus impatient, d'être apathique, c'est-à-dire d'avoir moins de motivation, moins de démarrer un comportement dirigé vers un but, ou bien sûr d'avoir un retentissement sur son indépendance, ne plus arriver à gérer les papiers. Ça, ce sont que des signes qui doivent être des signes d'alerte au niveau de l'anamnèse. À la question, est-ce que votre mémoire est aussi bonne qu'avant ? À peu près la moitié des personnes, après 50 ans, disent non. C'est normal. Et donc, c'est très important de aussi savoir que toutes les plaintes mnésiques ne sont pas des maladies d'Alzheimer, mais que ces petits signes, le fait qu'il y ait une cassure, le fait que ça s'aggrave de façon insidieuse depuis 2-3 ans, que ce soit associé à un peu d'irritabilité, à un peu plus de complexité pour faire des choses dans le quotidien, éventuellement des troubles du langage, là, c'est très, très évocateur de se dire qu'il faut aller un petit peu plus loin. Ensuite, des tests dont on ne va pas détailler, mais certains évaluent le fonctionnement global, d'autres évaluent plus spécifiquement la mémoire, en passant soit par des entrées et des sorties visuelles ou verbales selon les situations, des fonctions exécutives ou des fonctions instrumentales. Je ne rentre pas dans le cadre de ces tests qui sont faits régulièrement en centre mémoire ou par les neuropsychologues et les orthophonistes.
Une fois qu'on a dit il y a un trouble neurocognitif, c'est-à-dire il y a eu un déclin du fonctionnement cognitif par rapport à l'état antérieur. C'est une étape qui est essentielle, mais on n'a encore pas dit grand-chose. La question après, c'est pourquoi il y a des troubles neurocognitifs. On n'a pas des troubles neurocognitifs juste parce qu'on a 80 ans. D'ailleurs, quand j'ai vu que quelqu'un avait un déficit cognitif selon la courbe de Gauss, je l'ai comparé à des personnes de 80 ans. Donc j'ai bien dit que c'est par rapport à 80 ans qu'elle a un trouble cognitif. Donc je ne peux pas conclure c'est parce qu'elle a 80 ans. Donc maintenant, pourquoi a-t-elle un trouble cognitif? Et les maladies les plus fréquentes sont les maladies neurodégénératives, au premier rang desquelles la maladie d'Alzheimer. Mais il y en a d'autres. La deuxième plus fréquente, qui est quand même très fréquente, c'est à peu près 200 000 personnes en France, c'est la maladie à corps de Lévy. Et puis il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu plus rares. Après les maladies neurodégénératives, il y a les troubles cognitifs vasculaires, faciles. J'ai pas de trouble cognitif, je fais un AVC, j'ai des troubles cognitifs. C'est un trouble cognitif vasculaire. Ou plus difficile, c'est une dégradation cognitive insidieuse du fait de lésions microvasculaires qui se font à bas bruit sans qu'il y ait une symptomatologie franche d'AVC. Et en fait, c'est le petit C le plus fréquent, c'est les causes mixtes. Et surtout quand on a 80-90 ans, quand les personnes décèdent, et si on regarde le cerveau au microscope, la plupart ont un peu de maladie d'Alzheimer, mais aussi quelques corps de Lévy et aussi des lésions vasculaires et puis parfois d'autres lésions d'autres protéines qui peuvent être impliquées. Donc finalement, les colésions et les causes mixtes, c'est la règle plus que l'exception. Et enfin, le petit d, ce sont des causes très rares, mais essentielles à rechercher dans les centres mémoire puisque potentiellement améliorables, en tout cas plus améliorables que les causes neurodégénératives. On pourrait tout de suite dire, oui, bon, il est bien sympa, mais à quoi bon? Pourquoi faire un diagnostic? Est-ce que ça change quelque chose? Alzheimer, moi j'ai un peu lu dans la presse, la HAS a dit non, il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien à faire. Je crois et on croit collectivement qu'il est essentiel de faire ce diagnostic, surtout quand les gens viennent nous voir avec une plainte, parce qu'ils disent pourquoi j'ai des oublis. Donc, en tant que médecin, en tout cas, la question est de répondre à leurs questions. Ça permet de comprendre les troubles, de s'adapter, et de se dire que l'ennemi s'appelle maladie d'Alzheimer, et si il a oublié ce que j'ai dit, c'est pas parce qu'il m'aime plus, c'est pas parce qu'il s'en fout, c'est parce qu'il a une maladie, quoi. Comme quand quelqu'un marche plus lentement parce qu'il a des problèmes du genou, on va pas lui dire « Ah, mais enfin, bouge-toi là, on ne fait que t'attendre ». Non, on se dit « il a des problèmes de genou ». Si quelqu'un a des oublis, on sait que c'est une maladie d'Alzheimer, on ne va pas lui dire toute la journée « Oh, mais enfin, je te l'ai déjà dit 15 fois, là, arrête un peu, essaie de se rappeler ». Parce qu'il a une maladie de la mémoire. Donc de faire un diagnostic, ça permet de s'adapter, de comprendre les troubles. Évidemment, on élimine les causes secondaires. Il y en a certaines qui peuvent être curables ou améliorables. Il y a des éléments de la prise en soins non médicamenteuse qui retardent l'évolution vers les stades ultérieurs de la maladie, par exemple l'orthophonie, une profession que vous connaissez bien. Il y a dans certains cas des propositions médicamenteuses qui sont à ce jour modestes, mais dans certains cas pertinents. Et puis il y a la recherche. Et là, la recherche, vous voyez cette horrible diapositive, là, c'est cet horrible schéma qui est absolument illisible et incompréhensible. Le seul chose que je voudrais que vous reteniez, c'est chaque petit point correspond à un essai thérapeutique en cours contre la maladie d'Alzheimer. Donc, ça bouge. En périphérie, ce sont les premières phases, les phases 1, puis les phases 2, puis les phases 3, qui sont potentiellement les études juste avant la mise sur le marché. Donc, il y a beaucoup de recherche. Donc, si aujourd'hui, on pourrait dire c'est une fatalité, la maladie d'Alzheimer, il n'y a rien à faire, non. Cette diapositive, j'espère vous convaincre qu'il y a beaucoup de choses à faire, et aussi d'accéder à la recherche, et peut-être d'un jour avoir les succès dans ce domaine que, par exemple, la cancérologie a connu depuis 20 ans, parce que quand on avait un diagnostic de cancer, la première question c'était est-ce qu'on peut participer à un essai thérapeutique? Donc c'est aussi un sujet pour la maladie d'Alzheimer et anticiper l'avenir. La question, et là vous voyez le nom des personnes qui sont passées avant, et du coup, je ne vais pas du tout détailler, mais c'est est-ce que l'hypoacousie retentit sur les troubles cognitifs? Ça a été brillamment et largement plus en détail cité, donc je ne rentre pas dans les détails, et notamment avec un niveau de preuve qui est assez important sur les études observationnelles, sur la prévention, c'est notamment en milieu de vie, c'est-à-dire avant d'avoir des troubles cognitifs. Ensuite, est-ce que les troubles cognitifs retentissent sur l'hypoacousie et sur la façon de le traiter? Une fois les troubles installés, oui. Et dans une pratique et dans un contexte de prise en charge de ces patients, notamment par prothèse auditive, il peut y avoir des changements cognitifs et comportementaux qui vont vraiment influencer la façon dont les personnes peuvent se débrouiller avec ces appareils. Évidemment, l'amnésie, ça c'est assez évident, mais l'apraxie peut rendre vraiment des difficultés pour les gestes, les fonctions exécutives, ce qui vont permettre de planifier, de coordonner, de dire mais oui, mais il faut que je pense à recharger parce que ensuite ça va se passer comme ça et donc je vais planifier qu'il faut que je trouve une prise pour... Et donc tout ça c'est les fonctions exécutives et puis bien sûr le langage qui comprend l'expression mais aussi la compréhension. Et on en parle parfois un peu moins, mais 90% des troubles cognitifs ont des modifications comportementales. Vous connaissez bien les tableaux les plus graves, les plus sévères qui sont l'agressivité, les comportements moteurs aberrants, la déambulation. Ça c'est les
voilà, ce qui est le plus important. Mais il y a aussi beaucoup de changements comportementaux plus subtils, de l'impulsivité, de l'apathie, j'ai dit tout à l'heure, la baisse de la motivation tournée vers un but, un peu de rigidité mentale, un peu d'irritabilité, mais enfin, ça me saoule tes appareils, de toute façon, je ne veux pas les mettre, je t'ai toujours dit que je ne voulais pas les mettre. Et ça peut être des manifestations aussi de la maladie. Les petites astuces, c'est éviter de mettre en difficulté, de mettre en échec, notamment face à ces troubles du comportement. Quelqu'un qui a ce trouble du comportement, il faut changer de sujet. Évidemment, il ne faut pas rentrer frontalement. Si on lui gueule dessus en disant « Mais enfin, on t'a bien dit, t'as écouté les conférences, c'est super important pour l'Alzheimer, tes appareils auditifs, faut que tu les mettes !» Ça ne va pas marcher. C'est plutôt « Ah oui, je comprends que là, tu es un peu en colère, on va faire autre chose, et puis on réessayera tout à l'heure. » C'est plutôt ce genre d'attitude. Si on rentre frontalement, ça ne marchera pas, ça augmente la tension de tout le monde et le fardeau de l'aidant augmente aussi. Éviter les conflits, les explications en faisant trop appel au raisonnement. Enfin, tu ne te rappelles pas la commission de Livingstone, 7% de facteurs de risque modifiables sur l'hypoacousie, enfin. Ah, évidemment, ce n'est pas des bons arguments. Et accepter, c'est là où j'ai aimé d'être assez invasif sur la prise en soin pour tout le monde, mais je pense que parfois, il faut accepter que ce ne soit pas aussi bien que ce qu'on aimerait. Et qu'il faut aussi accepter que ce soit sous-optimal et qu'on ne remplisse pas parfaitement les recommandations parce qu'on s'adapte à la personne et on doit sortir des cases. Comment on évalue la condition en présence de troubles sensoriels ? On a compris que c'était essentiel de l'évaluer, mais ça peut aussi être difficile. Beaucoup de nos tests, nos épreuves neuropsychologiques font intervenir du verbal et du langage. Et donc, on peut vraiment être mis en difficulté. Et donc, il y a un peu cette difficulté, c'est qu'en même temps, c'est très, très important, mais en même temps, c'est pas facile. Beaucoup de tests ne sont pas adaptés ou pas normés. Par exemple, j'ai un test qui fait intervenir le langage. Je le transforme en image sur mon ordinateur ou sur une ardoise. Et ben, si la personne n'y arrive pas, je ne suis pas capable de savoir si c'est normal de ne pas y arriver où je n'ai pas de normes, je n'ai pas de référence. Donc, on peut faire un peu du bricolage, mais on n'a pas trop d'éléments. Il y a quand même des initiatives, et là, je cite simplement une initiative française qui a validé le test de repérage le plus connu, le MMS, ou Mini Mental State Examination, en langue des signes française, et l'article a été publié en 2020. C'est génial de pouvoir faire le pont entre l'audition et la cognition, de parler des deux, de ne pas se dire moi ce qui m'intéresse c'est l'audition, ou alors non, moi ce qui m'intéresse c'est la cognition. Et là ce matin on a bien fait la preuve qu'il faut faire le pont. Il faut aller encore un peu plus loin et se rappeler que la définition de l'OMS du vieillissement en santé, c'est pas vieillir sans maladie. Vieillir en santé, c'est pas vieillir sans maladie. C'est pas vieillir avec une super audition. C'est pas vieillir sans être malade d'Alzheimer. Selon l'OMS, vieillir en santé, c'est maintenir des capacités suffisantes pour faire ce qui a de la valeur pour nous. Et cette définition, je pense qu'elle est essentielle. Je peux vieillir en santé avec un appareil auditif et une maladie d'Alzheimer, alors que c'est un peu contre-intuitif, si j'ai des capacités suffisantes pour faire ce qui est important pour moi. Et ces capacités, les capacités essentielles considérées capacités intrinsèques selon l'OMS, c'est l'audition, la cognition, mais aussi la vision, la mobilité, la nutrition et le psychisme, la santé mentale. Et il y a ce programme ICOP dont on parle beaucoup qui vise à repérer très tôt dans le parcours des seniors après 60 ans des baisses de capacité intrinsèque sur lesquelles on pourrait agir très tôt avant qu'il y ait l'entrée dans la dépendance et l'accumulation de problèmes plus tard. En conclusion, donc moi je viens bien d'une autre discipline où on a l'habitude d'être en retard, donc j'ai un petit peu dépassé, je suis désolé. En conclusion, audition et cognition sont liées, vous le saviez déjà, et puis mes collègues d'avant vous ont convaincu de façon bien plus brillante que moi, ils avaient fait tout le travail. Suspecter un trouble neurocognitif, notamment face à ces petits signes qualitatifs, dire « c'est pas comme avant, ça m'inquiète ». L'aidant qui dit « ça m'inquiète », ça doit vous inquiéter. Peut-être même plus que le patient qui dit que ça l'inquiète, mais... d'initier une démarche diagnostique, parce qu'en plus de confirmer qu'il s'agit bien d'un trouble neurocognitif, d'en connaître son étiologie, s'agit-il d'une maladie d'Alzheimer, d'une maladie à corps de Lévy, d'un trouble cognitif vasculaire, d'une dépression, tout ça va avoir des prises en charge très différentes. Et enfin, position intermédiaire, la présence d'un trouble neurocognitif oblige à personnaliser la prise en charge aux besoins complexes. Parfois on dit que la gériatrie c'est de la haute couture, mais c'est pas du prêt-à-porter. C'est beau, mais on est obligé vraiment de faire du sur-mesure. Et ni trop peu, je vais commencer à ça, et notamment de ne pas tomber dans l'agisme. Oh, à quoi bon, vous avez vu son niveau de dépendance, ses troubles cognitifs, à quoi bon, on ne va rien faire. Et puis aussi
être attention de ne pas tomber dans l'obstination déraisonnable. Et je pense aussi aux familles, des patients qui ont des besoins hyper complexes, qui sont hyper dépendants, qui ont plein de problèmes, et des familles qui vont focaliser toute leur anxiété sur les appareils auditifs. Là, il faut prendre du recul, et ce serait génial, mais là, ça ne marche pas, et c'est pas grave, et donc il faut l'accepter, et toutes ces décisions doivent être partagées avec les patients et leur entourage. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je crois que vous pouvez rester à la tribune, docteur Garnier, car j'ai quelques questions qui vous sont... J'en ai d'autres, hein, mais dans le respect du chronomètre qui m'a été assigné, je vais me concentrer sur... J'ai eu 2-3 questions qui sont liées, qui sont très concrètes. On a un amphithéâtre rempli d'audioprothésistes et qui s'interrogent sur des choses concrètes. En particulier, on vient de mettre le doigt sur un déclin cognitif, on est audioprothésiste, on a perçu un rendez-vous vis-à-vis de l'accompagnant qui est dans le déni. Comment engager la discussion? Voilà. On a un audioprothésiste qui est dans son centre auditif, il a une suspicion de... Est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Merci pour cette question. Je pense que c'est... La salle s'est éclairée, c'est bien. Déjà, de se poser cette question et d'essayer d'aborder le sujet, c'est une bonne chose. Si aucun des deux, si le patient ne se plaint de rien et que l'entourage ne se plaint de rien, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de pouvoir. On n'est pas dans une situation où on recommande le dépistage de masse. À 70 ans, on fait tous un MMS et on fait tous une IRM cérébrale. On n'a pas de preuve que de faire ça, c'est bien. Donc, on est obligé quand même de partir de la plainte, soit de la plainte du patient, soit de la plainte de son entourage, soit d'un repérage d'une situation à risque. Non, je me plains de rien, mais tous les midis, je laisse le gaz allumé. Là, on doit initier une démarche de soins parce qu'il y a un très haut risque pour tout le monde. Après, de commencer à aborder le sujet, de dire, vous en avez parlé à votre médecin, est-ce que votre médecin traitant en première intention, est-ce qu'on trouve que c'est différent? Et aussi de mettre en tête que trouble neurocognitif n'est pas synonyme de maladie d'Alzheimer et qui n'est pas non plus synonyme de « il n'y a rien à faire ». Et donc, démarrer une démarche, c'est aussi parfois trouver un facteur curable. Les troubles cognitifs sont secondaires à une dépression qu'on est capable de traiter. Les troubles cognitifs sont secondaires à un autre problème cérébral, infectieux, inflammatoire qu'on est capable de traiter. Et donc, ça vaut le coup et c'est trop dommage de passer à côté. Et quand bien même il y aurait un diagnostic de maladie d'Alzheimer, j'ai essayé de vous convaincre qu'il n'y a pas du tout rien à faire. On ne sait pas guérir cette maladie. C'est une maladie chronique, c'est certain. Mais on sait faire beaucoup de choses pour un peu l'adoucir, l'apaiser. Et je crois que c'est important. Si aucun des deux, de la dyade, ne souhaite aller dans cette démarche, il ne faut pas les amener à la consultation mémoire en leur tirant l'oreille. Il faut l'accepter et peut-être 6 mois après remettre le sujet sur le tapis. Très bien, merci. D'ailleurs, j'avais une autre question qui la suit directement. Vers qui orienter? C'est qui le premier interlocuteur? Donc imaginons quand il y a une situation de détresse, comme vous l'indiquiez, ou que l'accompagnant fait des grands signes derrière en disant si, il y a un vrai problème. L'audioprothésiste oriente vers qui à ce moment-là? À ce jour, médecin traitant. En première intention. On peut dire qu'avec ICOP, ces processus de repérage des baisses de capacité intrinsèque, ça permet aussi un petit peu de démédicaliser le repérage de ces baisses de capacité intrinsèque et les premières étapes du programme ICOP de dépistage pourraient être faites par les audioprothésistes, y compris pour ce qui ne concerne pas l'audition, comme ils ont été faits par des kinésithérapeutes, par des infirmiers, des infirmières, des pharmacies d'officine, etc. Donc peut-être qu'à un moment, on va arriver à décloisonner pour que ce soit l'affaire de tous, quoi. Et puis il y a aussi ICOP était aussi des auto-repérages, donc des gens qui pouvaient eux-mêmes s'évaluer de ces différentes capacités intrinsèques, et puis des repérages aidés par exemple par des facteurs de la poste. Donc peut-être qu'à un moment on pourra bien décloisonner. Aujourd'hui, la démarche médicale commence par le médecin, parfois qui délègue à des infirmières asalées ou de pratiques avancées. Et puis s'il pense que ça nécessite d'un avis spécialisé, ce sont les consultations mémoire et qui en France sont animées par les neurologues, psychiatres ou gériatres. Principalement. Ce qu'on peut se permettre de rappeler, c'est que dans le cadre du bilan audioprothétique préalable pour des patients qui arrivent avec des troubles de compréhension dans le bruit, le collège a recommandé dans ses ouvrages aussi de faire un test télécom pour mesurer l'orientation et mémoire au niveau du patient, parce qu'en fait, on peut avoir des patients qui ont des troubles de compréhension en milieu sonore bruyant pour des problèmes de mémoire immédiate. Donc, on a toujours recommandé, nous, au niveau du collège, de faire systématiquement un test
télécom dans le cadre de ces situations de gêne sociale au niveau du patient. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est le type de test en particulier, on pourrait vraiment discuter de est-ce que c'est assez sensible, assez spécifique, est-ce qu'on teste les bonnes choses, quelles sont les valeurs prédictives, mais là, c'est pas le sujet. Mais déjà, d'être dans cette démarche, je crois que c'est essentiel. La question, c'est de se dire, en cas d'anomalie, qu'est-ce qu'on fait ? Et quelle est la démarche à suivre, parce que ces tests de repérage on peut rater des diagnostics avec ces tests, mais c'est peut-être pas forcément très grave. On peut aussi faire des diagnostics à tort. Donc c'est ensuite, une fois que quelqu'un a fait un test, c'est d'avoir un bon parcours de soins pour pas rester juste avec une alerte qui ne serait pas ensuite confirmée ou infirmée. Oui, on peut peut-être poser une question à Lauriane Cabrera et puis donc à Luna Prudhomme. C'est l'une ou l'autre qui pourra éventuellement répondre. On repasse sur la pédiatrie. C'est qu'on décrit beaucoup dans la littérature anglo-saxonne ou autre des troubles au niveau de la pédiatrie pour des enfants qu'on appelle, donc les anglo-saxons appellent CPDA, Central Auditory Process Disorder. C'est des enfants qui ont des troubles donc de l'attention et de la compréhension au niveau scolaire et sans avoir de perte auditive. Et au niveau de ces enfants, eh bien, en fait, de temps en temps, eh bien, ces enfants sont envoyés par les orthophonistes ou chez les audioprothésistes pour pouvoir tester s'il y a des difficultés justement au niveau de ces détections, des modulations d'amplitude, des démodulations, donc en fait au niveau de la parole. Et compte tenu de ce que vous avez présenté ce matin, est-ce qu'il y aurait un test qu'on pourrait utiliser pour pouvoir tester ces enfants qui ont ces troubles de la concentration au niveau scolaire, puisqu'après on recommande de pouvoir éventuellement la mettre en place des classes portables et de les corriger malgré l'absence de diffusion auditif pour pouvoir corriger ces troubles d'attention. Donc est-ce que vous pourriez nous donner des pistes à ce niveau-là, s'il vous plaît ? Oui, donc il y a très peu d'études, il y a quelques études publiées récemment sur est-ce que ces enfants qui ont des troubles plus centraux auraient des difficultés à traiter. En particulier, c'est les modulations d'amplitude, donc la M et l'enveloppe. Ça n'a pas été forcément répliqué encore. Donc on ne peut pas proposer un outil diagnostique encore. Il y a beaucoup d'études à faire. Et il y a des groupes, effectivement, plutôt dans les pays anglo-saxons, qui, là, ont lancé beaucoup de recherches dans ce domaine-là. Donc il n'y a pas encore un outil diagnostique qu'on pourrait vous proposer à utiliser en clinique, mais on espère vraiment que dans quelques années, ça pourrait être le cas. Donc affaire à suivre.